de vous voir. Hein. On a déjà échangé, certains nous connaissent, mais peut-être qu'autour de cette présentation, pour aller un petit peu plus loin sur des éléments, il va y avoir deux temps. Donc, on a fait une présentation à deux voix. Moi, je vais vous présenter toute la partie un peu organisationnelle et 3 points d'historique. Et puis, Carole interviendra plus sur une explicitation de nos missions autour de 3 vignettes cliniques. Comme ça vous permettra de peut-être de réfléchir aussi à quelques questions derrière. Voilà. Vous nous voyez 3 sur l'écran. J'introduis quand même Jean-Daniel. Jean-Daniel voulait juste assister à la présentation. Il vient de nous rejoindre sur l'équipe des Bouches-du-Rhône. Voilà, ça fait 8 jours, donc il voulait juste assister, mais il n'interviendra pas cet après-midi. Alors, on va partager l'écran. Et on y va. Le diapo démarre. Voilà. Ça va être bon. Voilà, parfait. Alors, juste rappeler, voilà, l'acronyme ARCA-Sud, Association régionale de coordination en addictologie pour la région Sud, PACA. C'est le nom qui a été déposé au moment de sa création. Donc voilà un petit rappel qu'il y a eu un appel à projet qui a été validé par l'ARS le 29 mars 2021 suite à un appel à manifestation d'intérêt. Il existait sur la région 3 dispositifs, donc Addiction 06, DICAT 13 et RESAT 84. Voilà, on va couper les micros pour ceux qui arrivent. Merci. Et donc, voilà, donc, fin du financement des réseaux et donc un collectif qui se met en place pour pouvoir répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, projet retenu, association créée en juin 2021 et début de notre activité en janvier 2022. Donc, à l'origine, donc 3 départements couverts. L'équipe départementale du Var a été ouverte en 2023 pour pouvoir aujourd'hui couvrir 4 départements. Et vous verrez dans les projets à venir, c'est 04-05 à venir à partir de 2027, je l'espère, suivant les financements que l'ARS nous accordera. Voilà, un petit rappel où nous sommes, Cagnes-sur-Mer, Marseille, La Seigne-sur-Mer, Avignon, mais on couvre bien sûr tous les départements, on essaye de se déplacer, d'être présent là où c'est possible. Un petit rappel, donc pour le projet d'émission. Donc, dispositif expert régional, c'est aujourd'hui l'appellation que l'on a sur le dispositif Arca Sud. Voilà, on fait juste un petit rappel que ce dispositif expert régional DER, ça n'existe pas officiellement dans les textes, mais voilà, bon, ça fait consensus aussi sur d'autres régions. Et donc, le travail d'Arca Sud est vraiment d'être à l'articulation. Donc, notre objet, c'est bien sûr l'addictologie, les parcours en addictologie, d'être à l'articulation de tout ce qu'on a autour des situations patients, le sanitaire, le social, le médico-social, l'exercice libéral, l'ensemble des acteurs qui, autour de la situation des personnes, gravitent, on va dire, et la coordination de tous ces acteurs est une de nos missions principales. Je ne vais pas noter comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de permettre l'accès à toute personne ayant une conduite addictive, l'accès aux soins, de faire en sorte que la continuité des soins puisse se maintenir et éviter les ruptures de parcours. On sait que sur les conduites addictives, il y a des fluctuations de motivation, il y a des tas d'événements qui font que c'est difficile de maintenir l'engagement dans le soin pour ces personnes. Et vraiment, une des missions importantes pour nous, c'est d'être là en soutien des personnes. Donc voilà, j'ai précisé, il existe d'autres DER addictologie qui ne s'appellent pas forcément DER, mais en France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est, Val-de-Loire, est quelque chose qui se met en place sur la Franche-Comté. Mais ce sont des dispositifs qui ne font pas de coordination. Nous sommes les seuls en France à faire de la coordination de parcours en addictologie. Ce sont plutôt des dispositifs d'appui qui font de la formation, qui ont un pôle de documentation, mais nous sommes les seuls en France à faire de la coordination de parcours. La réduction des risques est au cœur de notre travail. Quand on accueille les demandes, c'est aujourd'hui, voilà, le soin c'est une chose, mais la réduction des risques c'est vraiment la première action que l'on mène et Carole pourra peut-être en parler pour pouvoir permettre à ces personnes
Voilà, aujourd'hui, elles consomment, elles sont dans leur conduite addictive. On dit consommation, mais on fait toute addiction, hein, avec et sans produit. Donc, les addictions comportementales aussi, même si c'est pas la première porte d'entrée pour nous. Et puis, la question de la santé, voilà, globale, c'est-à-dire qu'il y a l'addiction, mais c'est la santé globale qui est importante dans le parcours et de favoriser la qualité, l'amélioration, la qualité des soins pour les personnes qui présentent ces conduites addictives. Donc, on considère que pour que ce parcours il soit construit et qu'il soit, on va dire, efficace dans sa mise en œuvre, il faut vraiment s'appuyer sur la personne. Voilà. Nous, on travaille avec les personnes et j'aime à dire que on travaille au rythme de la personne avec ses ressources personnelles, quand je dis ses capacités, voilà, ses souhaits, ses vœux, etc. On fonctionne avec elle et c'est la personne qui construit son parcours et qui fait avancer son parcours. Voilà. Et nous, on vient en appui et l'entretien motivationnel, si ça vous parle, voilà, il y a vraiment un travail motivationnel autour de la réalisation du parcours. Bon, ce qui est écrit ici, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre projet associatif. Le droit à l'expérimentation, c'est-à-dire que nous, on est à l'écoute du choix de la personne aussi dans son parcours. Nous, on oriente, on sait ce qui peut être la meilleure réponse ou une des meilleures réponses dans le parcours, mais la personne a le droit d'expérimenter ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut ou pas. Voilà. Et dans la singularité, c'est important aussi, c'est de reconnaître que chaque personne a son histoire de vie, chaque personne est dans son parcours à un instant T, et que nous, on prend en compte ces éléments de la singularité. Alors, la mission de coordination, elle repose sur le collectif, hein, sur le travail avec les acteurs. Nous ne sommes pas effecteurs de soins, nous ne faisons pas de prise en charge. Alors, vous verrez dans les équipes, on a des médecins, mais les médecins ne font pas de prescription. On est là pour travailler sur la construction du parcours et organiser, si je peux le dire comme ça, l'ensemble des acteurs autour du parcours. Donc, un travail collaboratif. Une place importante de la co-responsabilité, c'est-à-dire que la réussite, l'échec, enfin, en tout cas où la qualité de l'avancement du parcours repose à la fois sur les professionnels, sur la personne, sur un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'éléments aujourd'hui sur le fait que le parcours il ne repose pas que sur un élément Arca Sud, mais vraiment sur un collectif. Et puis donc, la subsidiarité, ça vous connaissez par cœur, c'est important pour nous. 3 missions, enfin 3 déclinaisons, informer, orienter, coordonner. C'est-à-dire que nous, on est là à plusieurs niveaux. On peut, au travers de notre plateforme téléphonique, accueillir les demandes, soit pour une information, orienter et ou coordonner un parcours. La coordination des parcours ne se fait jamais sans l'accord du patient, le consentement, bien sûr. S'il y a des professionnels qui nous appellent, c'est toujours avec l'accord du patient. Voilà, très rapidement aussi sur un numéro unique régional à retenir. Vous tombez sur un répondeur, vous faites le numéro du département et vous arrivez sur les équipes départementales, joignables du lundi au vendredi de 9h à 17h. En journée continue, hein, donc entre midi et 2, il n'y a pas de coupure. Et en dehors de ces plages, vous pouvez laisser un message. On s'engage, autant à part le week-end, mais on s'engage à rappeler dans les 24 heures, en tout cas très rapidement, que ce soit des professionnels ou des personnes concernées par des conduites addictives, mais également l'entourage. Même si on n'accompagne pas l'entourage fait aussi partie des personnes ressources dans la construction du parcours. Voilà, une petite slide sur un peu nos effectifs. Voilà, pour rappeler comment. Donc, on a une équipe régionale avec les fonctions support, direction, secrétariat régional, comptabilité, et, documentation et communication. Voilà, donc quatre postes. Après, constitution des Alpes, des équipes départementales. Alors, il y a des variations effectivement en fonction de l'historique ou de la taille un petit peu des départements, des besoins. Voilà, quelque chose qui tente je l'espère, à évoluer sur le prochain CEPOM. Et par bonheur, on a un médecin par équipe.
Et ça, c'est pas toujours simple d'avoir un médecin addictologue. Donc, le temps médecin, comme je vous le disais, il n'est pas là pour faire de la prescription. Il est là vraiment autour de l'appui sur les situations auprès des équipes, donc sur les staffs, sur les réunions d'équipe, voilà, sur les situations. Et c'est un médecin qui est mobilisable, qui est joignable par des professionnels, notamment des professionnels de santé, des médecins qui auraient besoin sur de la prescription, sur de l'adaptation de traitement, enfin voilà, qui auraient besoin d'un éclairage. Donc notre médecin, même s'il n'est pas en présentiel, il est joignable par mail, par téléphone, à chaque fois, donc sur chaque département. Donc le pôle info et documentation, peut-être que vous êtes déjà allé sur notre site internet et déjà allé voir un petit peu les ressources. Pour nous, c'est important de donner aux professionnels, quels qu'ils soient de professionnels de santé ou pas, de l'information sur les produits, sur les usages, sur voilà, un certain nombre de dossiers thématiques qui sont accessibles. Donc notre chargé de documentation fait ça très bien. On essaye de mettre à jour autant que ce soit possible. On essaye de relayer toutes ces informations. Notre newsletter, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Voilà, on a un très beau taux d'ouverture et de consultation, et même au-delà de la région. Vraiment, ça c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes sont mobilisables par téléphone, mais il y a un certain nombre de choses que les professionnels peuvent aussi avoir comme information autour du pôle info documentation. Voilà. Petit focus sur nos webinaires Art Café qu'on essaie d'organiser chaque mois autour d'une thématique addicto. Voilà, le mardi de 8 heures à 9 heures en général. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à participer. Tous nos webinaires sont consultables en replay sur notre site. Voilà. On essaye aujourd'hui de développer quelques formations. Voilà, on est embryonnaire, mais voilà, c'est aussi, c'était pas dans l'émission d'Arca Sud au départ, mais c'est quelque chose qui est demandé de plus en plus. Alors, formation, sensibilisation, on fait pas de la formation qualifiante, on fait pas de DU en addictologie, mais bon nombre de professionnels sont demandeurs voilà, de temps de formation, donc on est en cours d'élaboration sur tout ça. Voilà, le site internet, c'est notre vitrine et merci à Laetitia Vega qui fait ça très très bien. N'hésitez pas à le mettre dans vos favoris et d'y aller autant de fois dont vous avez besoin. Voilà, il y a un agenda, il y a pas mal de choses à trouver. Voilà, je crois qu'on arrive sur la partie importante des missions. Je ne sais pas, Carole, si vous voulez commenter un petit peu autour de cette vignette, c'est-à-dire que nous, voilà, on a deux blocs de missions. C'est, bien sûr, j'en ai beaucoup parlé, la coordination du parcours de santé en addictologie, mais c'est aussi l'appui. On considère qu'aujourd'hui, pour coordonner des parcours, il faut qu'on ait des professionnels qui soient sensibilisés, voire formés à la dictologie. Donc, on a une grosse part aussi de l'appui à la pratique professionnelle qui se décline avec différentes choses. Donc, je vais commencer par l'animation territoriale. Peut-être que vous avez participé à des temps d'échange. Je sais que sur le département de Vaucluse, il y a des temps sur différents territoires qui sont organisés tous les mois ou tous les 2 mois. Voilà ce qu'on appelle réunion de concertation, où là on essaye autour de cas cliniques, autour de situations concrètes, d'apporter un éclairage en addictologie. Je ne reviendrai pas sur la partie information, on en a parlé. Et puis tout ce qu'on peut donner en termes d'outils et d'informations sur notre site, sur les informations médicales, les nouveaux traitements, les évolutions des prises en charge, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour que les professionnels ne soient pas démunis. Et bien sûr, c'est important d'appeler Arca Sud, mais des fois, dans la situation, je prends l'exemple d'un médecin dans une consultation, qui ne soit pas démuni face à une situation. En tout cas, pour nous, l'intérêt, c'est que aucun professionnel, s'il détecte qu'il y a une problématique addictive, la mettre de côté pour dire ça, je sais pas faire, je m'en occupe pas. Voilà, c'est quelque part, c'est de l'évoquer et éventuellement de trouver les ressources auprès d'Arca Sud pour pouvoir accompagner ce patient. Ça vous va? Ça vous va, Carole? Moi, je suis pas sur trop le terrain, mais bon, ça va. Je suis à peu près au fait des choses. Et voilà, donc on va arriver sur la partie un petit peu clinique pour expliciter. Donc voilà,
3 vignettes cliniques qui vont expliciter derrière les missions plus précises d'Arca Sud. Et je laisse la parole à Carole. Donc bonjour, moi je suis Carole Picot, donc je suis coordinatrice de proximité dans les Bouches-du-Rhône et de profession, je suis infirmière. Parce que dans nos équipes régionales, on a une collègue qui est éducatrice et une autre qui est psychologue. Donc dans les Bouches-du-Rhône, on est tous infirmiers de profession. Là, la vignette clinique, bon, les trois, ce sera toujours la même situation. Donc, c'est une personne qu'on a accueillie dans notre file active en 2022, que l'on suit toujours. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes concrètement jusqu'à qu'elles soient fluides dans leur parcours de soins. C'est-à-dire qu'on les accompagne donc par téléphone, essentiellement et majoritairement, et jusqu'à qu'elles soient fluides dans leur parcours. Cette personne, donc on l'a qui est dans notre file active depuis 2022, il reste toujours une veille nécessaire à faire. Du coup, elle est toujours dans notre file active. Donc c'est cette situation. Donc on avait été contacté par une mandataire judiciaire qui avait été fraîchement nommée sur la situation. À l'époque, la dame en question avait 57 ans. Et elle a une consommation d'alcool et de tabac, elle a une invalidité, des troubles amnésiques, elle n'avait pas de suivi médical spécialisé. Médecin traitant trop éloigné de chez madame, qu'elle ne consulte plus, propriétaire de son logement, elle loge avec son frère et son neveu. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de prendre contact avec cette personne, cette dame. Donc, de trouver un nouveau médecin traitant plus proche de chez elle. On s'est mis en lien, bien sûr, avec le médecin traitant qu'elle avait consulté auparavant. Et madame donc a une ALD pour dépression. Donc, on a mis en place avec le nouveau médecin, donc des infirmiers libérales, la mise en place des transports, VSL, ambulances, mise en place parce qu'à ce moment-là, au début, son objectif était d'arrêter sa consommation ou de limiter sa consommation. Donc, il y a eu, au cours de son parcours, des mises en place d'un suivi en addictologie, en hôpital de jour. Et après, elle a eu de cure, post-cure. Elle a un suivi social qui est toujours d'actualité avec l'assistante sociale de l'hôpital de jour en addicto, mise en place d'une prise en charge par un SAMSA. Et on fait des actes dérogatoires pharmacie, c'est-à-dire que dans nos outils de prise en charge pour éviter la rupture de soins, on peut prendre en charge les traitements auprès des pharmacies quand les personnes ont une couverture sociale partiellement ou totalement fermée ou quand les traitements ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc là, pour ce cas, c'était de la vitaminothérapie qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale ni par la mutuelle. Après, on a d'autres outils, mais là qui n'ont pas été utilisés, où on peut orienter vers des psychologues avec qui on a conventionné pour 6 séances, le temps d'une prise en charge sur du long terme au sein d'une structure, par exemple. On a aussi la possibilité d'orienter et de prendre en charge des séances auprès de diététiciens. Et également, voilà, et la pharmacie. Donc, je crois que j'ai tout dit dans ça qui peuvent aider à la prise en charge et commencer un peu à soutenir ce parcours le temps que les personnes rentrent dans un cursus au sein d'une structure spécialisée, par exemple. Donc, voilà. Donc là, c'est en résumé, c'est Arca Sud qui propose donc une prise en charge pluridisciplinaire et mobilise les professionnels de santé, un médecin traitant soutenu dans sa pratique, c'est-à-dire que le médecin traitant peut se mettre en lien, s'il le souhaite, avec notre médecin pour réévaluer une prescription médicale ou s'il y a des questionnements particuliers. La mobilisation d'un référent social de proximité si besoin, la mobilisation des professionnels du soin en addictologie, ce qui avait été fait avec l'hôpital de jour et le centre de cure qui était au sein du même hôpital,
le financement sous condition de certains actes infirmiers, délivrance de traitements en pharmacie, séances en diététique, entretien psychologique. Et aussi, donc, dans la prise en charge, là, le financement de certains actes infirmiers, c'est quand alors, entre autres, c'est parce que les infirmiers, maintenant, ont la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques dans leur fonction. C'est-à-dire que s'ils prennent une personne en charge et qu'ils se rendent compte qu'elle a des problèmes de tabac, ils sont habilités à prescrire des substituts nicotiniques et à faire un suivi. Et Arca Sud dédommage l'infirmier de ces actes-là. Parce que c'est pas remboursé, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Après, c'est sur la même situation. Alors pour cette dame, la prise de contact, exceptionnellement, on l'a fait en visite à domicile avec la curatrice. Madame donc est en curatelle renforcée. Présentation de qui nous sommes, c'était parce que comme elle commençait à avoir des problèmes mnésiques, et puis pour bien nous visualiser et qu'on va l'accompagner après essentiellement par téléphone pour que ce soit moins virtuel pour elle. Donc là, on a accompagné la curatrice. Nous, si on se déplace, c'est toujours accompagné d'un professionnel qui est autour de la personne. Donc là, c'était pour qu'elle visualise qui nous sommes, recueillir son consentement. Donc, on a un document et c'était lui expliquer qu'elle accepte qu'on va échanger avec les professionnels autour d'elle et l'ouverture d'un dossier informatique. Et aussi, on a profité pour entrer notre numéro de téléphone dans la mémoire du sien, comme elle avait accepté cet accompagnement-là. Et ensuite, par téléphone, on a suivi de madame avec des entretiens motivationnels. Plus à chaque fois, on lui a demandé si elle était d'accord pour qu'on contacte tel professionnel et la tenir informée des échanges avec les professionnels. Autour d'elle, donc ça a été notre fonction de mobiliser les professionnels qui étaient autour de madame. Donc ça nous est arrivé de faire une réunion en visio où était présente la curatrice, l'équipe du SAMSA, l'assistante sociale de l'hôpital de jour et Arca Sud pour définir qui fait quoi autour de madame. Alors, échange de mails, on communique avec le médecin traitant en échange de mails là, via Doctolib, la curatrice par mail, l'assistante sociale, les ambulances. On échange des SMS avec les infirmiers et en échange téléphonique si besoin avec l'ensemble des professionnels. Donc, coordonner un parcours de santé en addictologie, c'est mobiliser des professionnels autour d'objectifs communs définis avec la personne concernée. Respect de l'anonymat, la personne décide des professionnels informés de sa démarche de soins. Les informations transmises reposent sur le principe du consentement. Et ensuite, donc la troisième, c'est toujours la même situation. Ensuite, les objectifs avec cette personne a toujours été changeant. Et là, actuellement, la problématique addictive n'est pas en premier plan. Il faut savoir que l'addiction, c'est une solution avant d'être un problème. Et là, ce qui domine actuellement auprès de madame, ce sont les tensions familiales entre madame, son frère et son neveu. Madame qui ne souhaite pas, dans cette situation, arrêter sa consommation, impossibilité de madame de diminuer d'elle-même sa consommation, aggravation des difficultés mnésiques et ses problèmes de santé aussi, où elle a eu une cimentoplastie qui a été réalisée récemment. Donc, l'adaptation des objectifs, donc les problèmes des tensions intrafamiliales. Donc, l'évaluation de ces tensions intrafamiliales, on l'a réalisé, on a accompagné la curatrice qui ne souhaitait pas être seule pour
pour cette rencontre et aussi donc un échange avec l'équipe de l'hôpital de jour où madame donc est suivie par psychologue, éducateur, l'assistante sociale donc pour l'évaluation de ces tensions intrafamiliales. Donc l'action de madame, elle a fait des dépôts de main courante accompagnés par l'éducateur de l'hôpital de jour. Donc nous, c'est des appels téléphoniques réguliers à madame. Elle va à l'hôpital de jour 2 fois par semaine, ce qui lui permet de sortir de chez elle, d'avoir un espace de parole. Et mise en place, donc nous, on a contacté le DAC 13 Sud pour le frère, parce qu'il s'est révélé que le frère avait des problèmes sociaux, il avait des problèmes de santé et il n'avait aucun suivi non plus médical. Donc on a demandé le soutien du DAC 13 pour soutenir le frère dans ses difficultés sociales qui mettaient la tension familiale également. Donc, accompagnement sanitaire et social de madame. Donc, la demande d'APA en cours avec l'assistante sociale de l'HDJ, coordination des rendez-vous médicaux et d'imagerie, coordination pour que la carte vitale de madame soit refaite, qui est une demande que madame avait perdue, demande des infirmières et on a mobilisé la curatrice pour qu'elle puisse la refaire et orientation en cours au vu de ces problèmes de santé, du SAMSA qui parle également de se retirer. Donc aussi, on va échanger avec le DAC pour avoir un soutien, pour discuter sur cette situation. Donc voilà, on fait appel aussi aux partenaires quand les objectifs changent. Donc construire un parcours personnalisé de santé qui s'adapte au fil de la prise en charge, objectifs adaptés et adaptables, temporalité choisie par la personne, amélioration de la qualité de vie. Donc voilà, j'espère que ça a été un peu clair. La petite phase de questions, voilà, donc ces vignettes pour expliciter ce que j'ai pu vous dire là en préambule, que voilà, on s'adapte à la situation, voilà, on part toujours d'une évaluation multidimensionnelle, donc on évalue bien sûr la situation addictive, mais la situation sociale, l'environnement, enfin voilà, on essaye d'évaluer tous les éléments autour et après on identifie bien sûr les professionnels qui doivent être mobilisés autour d'une problématique puisque le parcours ne pourra être solide, fluide, comme l'a dit Carole, que si autour il y a voilà, la problématique sociale, la problématique du logement, la problématique de X ou Y, voilà, soit prise en charge. Donc nous, on est à l'articulation de tout ça pour pouvoir faire en sorte que les acteurs aient la bonne information, la même information, la bonne information. On vous a mis une situation un peu particulière, hein, qui est un peu longue dans le temps, mais on est sur notre dernier rapport d'activité, on est aux alentours des parcours moins de 6 mois. Hein, voilà. Donc, c'est des situations qui peuvent être des fois très, très vite solutionnées, suivant le projet, et on a quelques situations qui peuvent être un peu plus longues. Voilà. Alors, sur les 2 dernières vignettes, voilà, nous on trouve le fait qu'on puisse travailler avec d'autres dispositifs comme les nôtres, avec vous. En tout cas, l'idée, c'est qu'autour d'une situation patient, voilà, on ne détient pas toujours toute la connaissance, toutes les ressources, et suivant les problématiques de santé, les problématiques sociales, etc., il est intéressant de travailler ensemble pour démultiplier la connaissance des ressources du territoire. Voilà. On l'a bien explicité, porter seul une situation telle qu'on vient de présenter, enfin voilà, pour un médecin, pour une curatrice, etc., être ensemble autour d'une situation complexe, ça permet des fois d'éviter un petit peu ce temps où on se désengage de la situation. Partager les actions, mais oui, je pense que c'est important de savoir qui fait quoi. Réfléchir ensemble aux pistes à envisager. On dit souvent qu'à 2 ou 3 cerveaux, on réfléchit mieux. C'est vrai sur des situations complexes. On peut même, avec l'expérience, on n'est pas forcément à même de penser à tout. Voilà. Des fois, il est nécessaire de passer le relais quand les situations
ne nous appartiennent plus aussi à un moment donné. Voilà, si on nous disait que si la problématique sociale devient majeure, si la problématique santé somatique devient majeure, mais ça nous arrive, c'est le DAC qui prend la main. Voilà, donc c'est important qu'on puisse passer les relais et à la fois pour assurer la continuité. Hein, donc on est toujours là pour éviter la rupture dans le parcours de la personne, ou que la personne elle démarre avec un nouveau dispositif et elle réexplique toute sa situation, etc. Donc là on est dans de la continuité. Ou inversement. Ou inversement, voilà. Après de nous faire un relais sur une situation. On est dans les allers-retours, ça va dans tous les sens, bien sûr. Et puis le travail collaboratif avec la continuité et l'adaptation du parcours de santé, voilà, c'est ce que je viens de dire. Certainement plein d'autres choses, mais voilà, quelques-unes à laquelle on a pensé. Alors pour terminer, voilà, pour dire juste l'actualité aujourd'hui d'Arca Sud. Voilà, donc depuis 2022, on a énormément travaillé sur l'harmonisation des pratiques en interne, puisque c'était une fusion, donc les fusions sont jamais simples. Donc voilà, travailler encore sur notre processus interne, travailler encore sur le partenariat, donc qu'on soit mieux identifié par nos partenaires, que nous on identifie aussi un peu mieux nos partenaires. Comme je vous l'ai dit aussi, on est en train de développer ce pôle formation. Vous avez peut-être vu passer une enquête qui a été faite par notre collègue Bernard Bertrand, qui est responsable sur l'équipe de Vaucluse, sur les besoins de la région en formation, voilà, pour les personnes qui ne sont pas les structures qui ne sont pas spécialisées en addictologie. Donc, on va essayer de répondre à ça. Aujourd'hui, peut-être vous en avez entendu parler aussi, on développe une mission annexe sur le pilote de mission d'appui, donc lieu de santé sans tabac. Donc c'est pour amener les établissements de santé à avoir ce label bronze, argent et or. Donc pour qu'il n'y ait plus de consommation de tabac ni à l'intérieur bien sûr, mais ni à l'extérieur de l'établissement. Voilà. Donc là, on est une équipe dédiée. C'est un financement à part. La perspective d'un nouveau CEPOM, 2027-2029, c'est maintenant. Voilà, on va commencer à y travailler dès maintenant pour pouvoir poser des axes un petit peu plus concrets, un petit peu plus opérationnels, maintenant qu'on est mieux structuré. Et puis finaliser le déploiement régional. Voilà, il y a médecin du DAC 05 qui est avec nous. Je vais souvent sur les Hautes-Alpes. Voilà, donc je sais qu'on nous attend. Donc, faute de financement, on n'a pas pu finir ce déploiement régional, mais normalement, 2027-2029, on y sera. Voilà, donc ça fera l'objet de négociation du prochain CEPOM. Et voilà, pour nous, c'est terminé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va pouvoir prendre un peu de temps sur les questions. Simplement une petite information par rapport à ce que tu disais, Olivier, notamment sur la question de la formation. Il s'avère que voilà, c'est aussi un sujet qui est en réflexion dans le cadre de la FACS pour travailler, comme on l'a fait aussi avec Oncopaca, travailler avec Arca Sud pour une formation sensibilisation des professionnels des DAC, notamment sur la question de l'addictologie et de la prise en charge des situations complexes en addictologie. Donc, voilà, c'est un sujet effectivement qui est d'actualité. Donc, nous avons dans le chat deux questions, dont une, finalement, où Olivier, tu viens de répondre, donc sur le fait que savoir si le dispositif était effectif sur le département du 05. Donc, comme tu l'as dit, c'est en cours de réflexion avec peut-être l'opportunité de le faire. Je peux apporter une précision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas assurer la mission de coordination sur ces deux départements, 04-05, puisqu'on n'a pas d'équipe dédiée. Et comme vous l'avez compris, on travaille avec les ressources des territoires. Par contre, voilà, ça nous est arrivé. On a été sollicité par mail ou un appel. Voilà, sur une question un peu pointue, un peu technique. Voilà, les équipes, elles restent mobilisables. Donc voilà, à partir du moment où on va pas rentrer dans une coordination, mais aujourd'hui pour les deux départements, si vous n'avez pas de lien avec des structures de soins en addictologie type XAPA, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Si on peut vous apporter un élément de réponse, on vous l'apportera. Ou sinon, on vous réoriente. Ouais. Attention, moi, je viens de sur mon planning.
Pour ceux Oui, qui et puis ne... après, on fait toujours l'appui aux professionnels, même dans les départements où il n'y a pas d'équipe effective. Les professionnels, quand ils nous appellent, ça peut être dans les Bouches-du-Rhône ou dans les autres délégations. Il y aura toujours une écoute et un soutien. On va pas le dire trop fort, mais je sais que sur l'équipe de Vaucluse, on a des professionnels de la Drôme qui nous ont appelés. Voilà, c'est limitrophe, c'est pour eux. Donc des fois, ça peut arriver qu'on a des hors région frontaliers, voilà, des frontaliers qui peuvent nous appeler ponctuellement. Oui, vous êtes là aussi pour du conseil et de l'avis et un peu voilà, sur cette expertise addicto. Donc, on sait que ça peut être une vraie plus-value. Il y avait une question sur laquelle, bon, finalement, pareil, Olivier, tu as à peu près répondu sur une des dernières slides qui est sur la plus-value du dispositif lorsqu'il y a un SAMSA sur la situation. Disons que là, dans cette situation-là, le SAMSA, au final, on pensait que le relais allait se faire, mais dès le départ, le SAMSA disait que cette situation ne leur était pas trop adaptée parce qu'il travaillait sur le retour un peu plus dans un emploi ou dans une insertion et que cette personne, elle n'était pas du tout dans cette démarche-là. Du coup, dès le départ, ils ont mis quelques freins. Et du coup, là, il parle de se retirer complètement. Donc, au final, heureusement qu'on ne s'est pas retiré complètement pour que la personne soit toujours accompagnée. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, c'est vrai qu'au départ, on espérait effectivement que le SAMSA allait prendre un peu le relais sur cette coordination-là avec leur équipe, ce qui n'a pas été le cas. Après, peut-être aussi sur un des aspects de ta question, c'est aussi comment on travaille avec ces structures du secteur du handicap ou même des secteurs des personnes âgées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, quand on a des conduites addictives chez ces personnes, voilà, on va travailler énormément sur la réduction des risques et aussi sur comment on accompagne la personne parce que la personne, pour l'adhésion aux soins, vouloir arrêter sa consommation, c'est des fois très très loin de leurs possibilités. Donc on va plus travailler sur une posture des professionnels pour pouvoir accompagner la personne au quotidien autour de ses consommations et faire de la réduction des risques, de la prévention pour pouvoir essayer la personne elle veut consommer, elle consomme et souvent voilà on n'a pas de remède miracle et enfin vous connaissez ça aussi hein, ces questions où on n'a pas de recette, on n'a pas de médicament miracle qui fait arrêter de boire, qui fait arrêter de consommer tel ou tel produit. Donc vraiment, c'est de l'accompagnement de la personne et des professionnels au quotidien qui sont en proximité de ces personnes. Est-ce que Oui, ça effectivement, répond? vous apportez encore une fois ce côté expertise, addiction, pour l'avoir vécu en DAC aussi, voilà, avec tout ce volet gestion de diminution des risques, etc. Voilà, c'est un vrai appui pour, par exemple, des équipes DAC, ça peut être intéressant. Sur les autres questions, alors pour la présentation, oui, bien évidemment, elle sera renvoyée. De toute façon, comme on le disait au départ, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur le site internet de la FACS et vous aurez le support de présentation également. Il y avait une question sur le fait que vous pouvez être sollicité directement par les personnes elles-mêmes ou l'entourage. Oui, tout à fait. Et c'est souvent, l'entourage peut nous appeler, les personnes elles-mêmes nous appellent. Souvent, parfois, ils ont appelé une autre structure qui a donné notre numéro et ils nous appellent par la suite. Oui, on accueille tous les appels en fait. Voilà. C'est pas que les C'est d'autant professionnels plus qui facile peuvent nous puisque appeler. La personne peut appeler d'elle-même. Elle sera, si sa situation, ça annonce un suivi sur le long terme, incluse dans notre file active. Il n'y a pas besoin de passer par un professionnel. D'accord. Ce qui assure en plus le consentement à la prise, à l'accompagnement. On avait une question autour des commissions, des études de cas que vous organisez. Est-ce elles se font à quelle échelle? À ce que j'ai compris, c'est départemental, c'est ça? Ou infraterritorial? C'est très variable, c'est-à-dire que voilà, j'ai donné l'exemple de Vaucluse parce que historiquement ils étaient déjà structurés sur des territoires Orange, Carpentras, Pertuis, Avignon.
j'oublie peut-être un territoire, mais voilà. Donc, il y a un calendrier annuel et tout professionnel sait qu'il y aura un temps l'équipe se déplace, etc. Après, je vois qu'il y a que l'équipe du 06 qui est là avec moi, avec nous là en ligne. Il y a du travail qui se fait aussi avec les maisons de santé, voilà, de l'appui sur des cas. Alors, des fois, c'est la patientèle, hein. Peut-être Jo, Sylvie pourront compléter. Absolument. Bonjour à tous. Désolée pour ce retard, nous étions en communication, je viens de vous le mettre. Mais effectivement, on travaille aussi en présentiel au sein des MSP, donc en lien avec le médecin généraliste et les autres acteurs du département pour pouvoir apporter des réponses aux usagers avec des évaluations addictologiques, toujours en lien avec les professionnels sous forme de RCP, réunion de coordination pluridisciplinaire et autres. Ouais, tu veux en dire un petit mot? C'est complet. C'était complet. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me Et voilà, donc en fait, on adapte un petit peu à la vie, à l'histoire du territoire sur les Bouches-du-Rhône. Sur les Bouches-du-Rhône, on peut être, ça nous arrive par exemple une clinique qui ont des difficultés ou des centres pour personnes handicapées ou autres qui ont des difficultés avec certains des personnes qui l'accompagnent et on rencontre l'équipe pour parler de ces situations-là et de voir ce qui a été fait, les pistes éventuellement à mettre en place et à réfléchir ensemble. C'est sur ce mode-là. Après, ça nous est arrivé d'être aussi sollicité, par exemple à Tarascon, par le CCAS, qui a réuni plusieurs professionnels du territoire. Et c'était pareil, c'était de parler de certaines situations qu'ils rencontraient et des pistes possibles à mettre en place. Voilà, on s'adapte suivant la demande. C'est pas régulier. Voilà, c'est pas cyclique ou régulier. C'est vraiment en fonction des territoires. Je sais qu'on essaye aussi de mettre en place des commissions cas complexes. Voilà, des fois il y a des sollicitations. Donc des fois, c'est au décours d'une réunion. Voilà, il y a plusieurs professionnels autour d'une réunion, et puis il y a une situation qui évoqué et des fois on peut apporter l'éclairage justement sur cette situation pendant cette réunion qui n'est pas forcément une réunion de concertation. Donc, voilà, donc c'est très varié. Après, voilà, assurer ces réunions régulièrement, c'est aussi du temps de déplacement, c'est du temps où on n'est pas derrière le téléphone pour accueillir les appels. Donc c'est toujours un équilibre entre répondre au téléphone et puis puisqu'on a vous avez vu les ETP, on a quand même des équipes assez réduites. Donc quand vous allez à Château-Renard, à l'autre bout du 1, si je parle des Bouches-du-Rhône, et ben voilà, vous partez dans la matinée, vous rentrez dans l'après-midi, c'est quasiment la journée qui est grillée, quoi. Donc il faut cet équilibre. Voilà. Alors après, on peut essayer de les organiser en visio des fois, mais on sait que l'interaction en visio, c'est pas toujours la même chose que quand on est sur de la clinique en présentiel. D'où ce que vous disiez sur l'intérêt des relais aussi un peu plus territoriaux et de travailler avec les acteurs de territoire, notamment les DAC, pour pouvoir prendre le relais à certains moments. Alors, avant de continuer sur les questions du chat, il y avait une main levée, donc je vais laisser la parole à Camille Martini qui avait une question, me semble-t-il. C'est pas Camille, c'est Séverine. On est ensemble en visio pour le DAC Provence Santé Coordination. Donc, je suis chargée de projet. Ça tombe bien, c'est sur cette thématique sur les commissions situations complexes. Je voulais juste vous donner une information que, à l'instar de ce que sur les commissions que vous participez sur le Vaucluse, qui sont, je crois, organisées par le DAC RSV avec avec un calendrier, etc. Je voulais juste porter à votre attention sur le Pays d'Aix et le canton de Pertuis. On a mis en place cette année ce même calendrier avec des dates qui sont prédéfinies. Donc, on va faire cela également pour 2026 avec des acteurs, des membres permanents. Et donc, ils ont le calendrier. On essaie de leur envoyer en amont les situations qui vont être abordées. Donc, voilà, c'était pour une information. On peut soit vous donner l'information et vous y greffer justement si vous y avez l'occasion. Ou vous interpeller si on a vraiment des situations dans votre champ d'intervention. Bien sûr. Mais voilà, peut-être aussi si vous voyez le calendrier et que vous avez des situations sur ces territoires-là, ça peut être aussi un espace où vous-même, vous pouvez présenter une situation qui est complexe aux acteurs du territoire. Ça va dans les deux sens. Merci. Voilà, comme ça, au moins, ça fera d'autres liens effectivement sur d'autres territoires et c'est toujours des espaces sur lesquels on a le besoin d'échanger.
On a une question sur la durée moyenne d'accompagnement. Est-ce que vous avez une durée moyenne d'accompagnement de vos patients bénéficiaires? Et quid des Oui, patients très complexes au-delà d'un certain temps de suivi avec un risque de rupture de soins? oui, alors voilà, ce sont des statistiques, hein. Je vais vous dire 4 mois et demi, mais ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir des situations dans la semaine, c'est réglé, puis une situation comme on vous a présenté, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Enfin, dessus, c'est pas beau à dire comme ça. Voilà, qu'on est impliqué. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est très variable. Je vous disais là, on a sur le rapport d'activité 2024, on a une inversion, c'est-à-dire qu'on avait majoritairement des parcours entre 6 mois et plus. Et cette année, à vérifier en 2025 si c'est toujours la réalité, on a des parcours plutôt entre 3 et 6 mois. Voilà. Donc, Ensuite, ce qui arrive, c'est que les personnes, des fois, reviennent aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de nouvelles, où ça semblait aller mieux, et puis après, ils reprennent contact avec nous. Donc, c'est vrai que ça fait toujours un nouveau parcours, mais ça peut être aussi la même personne. C'est ça. C'est ça. En tout cas, comme l'exprimait Carole, c'est-à-dire que nous, on n'est pas limité dans le temps. On ne dit pas, voilà, un parcours c'est 6 mois, il faut trouver une solution, etc. On l'accompagne. Voilà, c'est notre évaluation, et c'est l'évaluation aussi de l'équipe du staff, hein, de l'équipe départementale avec le médecin, dire à un moment donné, est-ce qu'on est au bout de la démarche? Parce que des fois aussi, on s'aperçoit que on a beau multiplier les actions, etc., et la personne, elle est de moins en moins dans le soin, etc. Et à un moment donné, on dit à la personne, on vous propose de sortir du parcours, mais vous pouvez toujours nous rappeler à tout moment. Voilà. Et puis il y a des séquences. Il y a le moment où on lâche le parcours parce que c'est bon, c'est consolidé. Et puis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, hop, la personne est partie à reconsommer ou est repartie dans sa conduite addictive, nous rappelle, donc on redémarre quelque chose. Donc c'est jamais, on ne part jamais de zéro. Mais voilà, donc ça peut être effectivement une même personne sur plusieurs années, mais sur des séquences. Ça s'adapte Alors, on avait une question aussi sur tout ce qui était sorti d'hospitalisation dans le cadre des sevrages. Est-ce que vous avez une place? Est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met en difficulté? Est-ce qu'il y a de l'anticipation un petit peu sur toutes ces sorties d'hospitalisation, surtout dans le cadre des sevrages? Après, ça dépend en fait, les structures. Il y a certaines cliniques ou hôpitaux qui effectivement vont s'y prendre parfois un peu plus tôt et peuvent nous transmettre la situation ou donner le numéro à la personne pour qu'elle nous appelle pour préparer sa sortie. Mais le plus souvent, parfois, on a l'appel pour préparer la sortie, genre 3 jours avant que la personne sorte. Après, c'est quand ils donnent les coordonnées à la personne. Disons que c'est un peu les sorties. Alors après, ce qu'on a eu, par contre, c'est beaucoup les infirmières de gériatrie d'urgence de certains hôpitaux qui nous contactent quand la personne a chuté avec consommation d'alcool, par exemple, et qui vont nous contacter pour préparer la sortie. Voilà, pour nous dire qu'il s'est passé ça, voilà, et nous dire un peu leur démarche et avoir là un relais détaillé de ce qui s'est passé, les antécédents, les professionnels que eux ils ont déjà contactés, genre le médecin traitant ou autre, et que nous on prenne la suite. Mais ça sera plus ces nouveaux postes là d'infirmiers gériatrie aux urgences qui, par exemple, sont vraiment eux en recherche de préparer la sortie. Sinon, la personne parfois elle sort et des fois on n'est pas, voilà, on l'a parfois un mois après sa sortie ou des fois il y a eu déjà parfois une reprise de consommation, ça arrive. Donc ça Oui, je crois explicite. qu'on fait tous à peu près le même constat. On a des professionnels qui ont pris cette habitude d'anticiper et d'aller chercher la ressource ailleurs. Et j'en profite, je fais le lien avec l'autre question qui était à quel moment on va vous solliciter vous, à quel moment on sollicite une équipe mobile addicto sur un CH. Quels sont vos liens par rapport à ces équipes-là ou les XAPA ou autres?
Alors, l'EXAPA, on est beaucoup en lien avec eux. Alors, sur les Bouches-du-Rhône, on organise même des réunions inter-XAPA cliniques où il y a un échange sur, voilà, sur par exemple, une consommation, comment est pris en charge, ou sur certaines, parfois, relais de situation, et aussi des réunions inter-XAPA institutionnelles où ce sera plutôt au niveau de leur organisation s'ils font. Vous avez coupé votre micro. Votre micro s'est coupé tout seul. C'est ça, non? C'est bon. Ça y est, c'est bon. Oui, c'est moi qui ai dû tripoter. Du coup, on s'est arrêté où? Oui, je disais, donc, on a deux types de réunions, donc les réunions inter-XAPA cliniques et les réunions inter-XAPA institutionnelles, où ça permet de se connaître, de savoir le fonctionnement de chacun et de pouvoir échanger. Et du coup, les relais se passent aussi de tant mieux. Et par exemple, pour l'été, on a organisé un calendrier de prise en charge. Il y a les relais estivaux, c'est-à-dire des personnes en vacances qui viennent dans les Bouches-du-Rhône et il y a besoin qui sont déjà suivis dans leur région d'origine et de faire un relais de prise en charge. Et du coup, c'était un calendrier avec telle structure, tel jour, avec tel médecin pourra être accueilli pour faciliter, fluidifier ces relais au cours de l'été. Juste avant de laisser la parole à Sylvie, là, qui a levé la main pour compléter, voilà, bien avoir en tête que on travaille bien sûr avec les structures du soin spécialisé, XAPA, Carud, enfin voilà, toutes les structures, parce que c'est une des réponses possibles, mais ce n'est pas la seule réponse. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on parle beaucoup de la médecine de ville, enfin voilà, le soin libéral, parce qu'on s'aperçoit que les XAPA, malgré toute leur volonté, les Carud, ne peuvent pas couvrir tous les territoires. Il y a des territoires un peu reculés, mais là, peut-être qu'on peut trouver un médecin, on peut trouver un pharmacien, on peut trouver un infirmier, et c'est tout l'intérêt aussi à un moment donné de construire un parcours avec les ressources au plus proche de là où vit la personne. On a des personnes qui vont pas aller vers le soin parce qu'il faut qu'ils fassent 1 heure de bus, aller, retour, etc. C'est compliqué. Mais si on a un professionnel de santé à proximité, on peut travailler avec. Mais quand le XAPA est indiqué, bien sûr, on oriente vers le XAPA. Alors, vous savez que des fois, il faut attendre un petit peu. Mais bien sûr, c'est une des réponses et on ne se prive pas de cette ressource territoriale et nos collègues savent bien comment on travaille avec eux. Sylvie, vous vouliez pas reprendre la parole? Oui, tout à fait, c'était moi, c'était Jo. C'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, Carole, et vous aussi, Olivier, par rapport à l'accompagnement, par rapport au lien avec les XAPA, les Carud et les ELSA. Donc, effectivement, nous en avons régulièrement, notamment avec les ELSA, c'est très facile, c'est facilitateur pour nous. Et nous avons aussi la même chose que ce que vous mettez en place dans les Bouches-du-Rhône, le REACAD, la rencontre des acteurs de la dictologie, auquel tous les acteurs de la dicto sont conviés dans le 06 une fois tous les mois ou tous les mois et demi. Et par rapport à ce que vous disiez aussi, pour nous, en ce qui concerne le moyen et au pays, les structures de soins sont éloignées. Donc, on peut également s'appuyer sur les actes dérogatoires pour soutenir la motivation en attendant que le patient puisse être pris en charge, s'il a la possibilité de descendre, ou bien s'appuyer sur les infirmières en pratique avancée qui travaillent aussi sur le secteur ou sur d'autres professionnels de ville, notamment avec les médecins ou les psychiatres. C'est juste pour faire une petite parenthèse. Merci. Oui, on voit bien vos deux volets aussi, articulation et appui des professionnels, au-delà de la coordination individuelle et sur lequel vous travaillez un petit peu sur les deux. Et par rapport à cette question un peu d'appui aux professionnels ou de travail avec d'autres acteurs, on a une question sur les parcours spécifiques et si vous en mettez en place, alors me semble-t-il que oui. Est-ce que du coup, vous travaillez par exemple des parcours type addiction, périnatalité et donc pourquoi pas travailler avec les réseaux en ce sens pour travailler encore mieux sur de l'articulation? Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, il y a il y a le fil rouge qui s'occupe déjà de parentalité et addiction, et il y a une sage-femme qui travaille, qui accompagne en périnatalité. Par contre, on fait le lien de la tenir informée des liens possibles avec d'autres structures. Voilà. C'est vrai que nous, on va orienter plutôt vers cette structure-là de proximité quand c'est sur Marseille. Voilà. Après, si c'est sur l'extérieur, effectivement, on pourra être amené à, mais ça s'est pas présenté, en fait, pour tout vous dire, travailler aussi sur le réseau périnatalité également.
Par contre, on diffuse l'information. Et je sais que pour l'avoir travaillé auparavant, la question de l'addiction sur un parcours personne âgée, c'est des choses que vous avez aussi spécifiées. Enfin, voilà, vous êtes aussi en capacité de peut-être identifier des spécificités en fonction des publics et donc de travailler à ça. Et pour compléter peut-être et répondre à Carole Boire, c'est aussi dans un des objectifs de la fac de pouvoir travailler ces parcours patients spécifiques avec, on va dire, double entrée, par exemple l'addiction à la périnatalité, et pouvoir faire en sorte de voir quelles seraient les complémentarités entre Arcade Sud, Indac, le réseau périnatalité. Voilà, parce qu'on a tous à y gagner. Vous l'avez bien montré avec la complémentarité avec DAC Très Sud. J'en profite parce que je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions sur cette complémentarité avec DAC Très Sud. Comment ça s'est passé? L'idée, c'est que vous passiez le relais au DAC, ou est-ce que finalement chacun va trouver sa mission En fait, on a des situations où il y avait cette situation. Cette situation-là, ça ne veut pas dire qu'on va passer la main. Et on a eu d'autres situations où on n'a pas passé la main, mais chacun avait sa fonction. C'est-à-dire que, par exemple, la collègue du DAC était en lien, par exemple, avec la famille. Nous, on était en lien avec la personne, l'usager également, et puis le médecin, le parcours de soins, voilà. On était on s'était réparti un peu les actions. Et là, sur la situation que j'ai évoquée, c'est pas obligatoirement de passer le relais parce que cette dame, peut-être que la piste qui sera envisagée à un moment donné pour la mettre en repos sera peut-être qu'elle soit réhospitalisée en cure à l'hôpital où elle est déjà suivie. Et ça, ce sera à voir. Comme on avait passé le relais sur le frère, qui avait donc problèmes de santé, problèmes sociaux, mais il avait aussi une problématique addictive où j'ai dit, bon, après, ça, c'était ses premiers objectifs. Ensuite, ça se trouve, on reviendra aussi vers le frère, quoi. Là, c'est des situations. Par contre, on se parle entre nous pour savoir qui fait quoi, pour pas qu'il y ait de doublons. L'idée, c'est ça. Et de voir vers qui performe le plus dans quel domaine, suivant les compétences de chacun. L'intérêt, la plus-value de se retrouver à plusieurs sur ce genre de situation avec chacun son expertise et son champ de compétences. Tout à fait. Bon, je pense qu'on n'a plus de questions et qu'en plus, on arrive pile poil au moment de la fin de ce webinaire. Un grand merci à vous deux pour cette présentation claire. Merci à tous pour vos questions et votre participation. Comme je vous l'ai dit, tout sera disponible sur le site internet. Olivier, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Juste rappeler, on organise notre première journée régionale le 10 octobre. Voilà, si vous voulez participer, inscrivez-vous, c'est encore possible. Voilà, c'est à Marseille. Allez-y, je vous attends. Eh ben, si tu as un lien, peut-être le rajouter dans le PowerPoint à la fin, comme ça au moins en transmettant le PowerPoint, ils pourront… Voilà, vous allez sur notre site et vous cliquez pour vous inscrire. Merci. Merci à vous. Passez à tous une très, très bonne journée.